Bonjour Christine Pires-Beaune. Bonjour. On va commencer par parler de la crise sanitaire et de ses conséquences. Il y a un décalage qui est vraiment étonnant entre la vision des associations d'élus, notamment de l'AMF, qui dénoncent une baisse de leurs ressources pas suffisamment financées et compensées par l'État, et de l'autre côté l'État et la majorité qui semblent dire que finalement les dégâts ne sont pas si importants que ça. Quel est votre regard sur cette question ? Je pense que les dégâts, comme vous dites, sont moindres que ceux qu'on avait pu imaginer, notamment parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Mais je ne suis pas aussi sereine pour l'avenir. Et je pense que les associations, mais elles sont dans leur rôle aussi, elles tirent toujours la sonnette d'alarme parce que ce qui compte, évidemment, c'est l'épargne brute. C'est l'épargne brute pour investir. Donc voilà. Je comprends la position. On est toujours dans un positionnement gouvernement-association. Voilà. Il y a quand même des chiffres qui ont été dévoilés hier. C'est un autofinancement en baisse de 5,5% et des dépenses d'investissement qui ont diminué de 14% et même 18% pour les communes. C'est quand même une situation inquiétante. Bien sûr, mais quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau du pays et au niveau de l'économie du pays, c'est une situation inquiétante. C'est pas une situation exceptionnelle et on aurait peut-être encore imaginé une situation encore pire pour les collectivités. Après, moi, je fais toujours attention aux taux qui nous sont donnés et aux moyennes, parce que vous savez qu'il y a des catégories de collectivités, que les départements, les régions, les communes, les EPCI ne sont pas tous forcément dans la même situation, et y compris à l'intérieur d'une collectivité, tout le monde n'est pas dans la même situation. Bon, s'ajoute à ça les mêmes problèmes que connaissent les entreprises, les collectivités les connaissent aussi, que ce soit en termes d'appel d'offres, par exemple. Quand vous ouvrez des plis et que vous êtes à plus 15, plus 20 par rapport à l'estimation, vous n'avez pas d'autre choix que de déclarer infructueux et on repart pour un tour. Donc, tous ces facteurs-là peuvent aussi expliquer les baisses. Mais moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on reparte, que l'investissement reparte, parce qu'il y a quand même des subventions d'investissement importantes. Alors on arrive là à la fin de la mandature, dans quelques mois. Quel est votre bilan finalement de cette mandature sur la question des finances locales ? Là encore, les associations d'élus dénoncent une diminution de l'autonomie fiscale et financière des communes, dont André Léniel disait qu'elle était en guenille, je le cite. Quel est votre avis sur la question ? Alors là, je suis entièrement d'accord parce que je pense que ce qui s'est passé sous ce quinquennat est bien pire pour les collectivités que la baisse des dotations dénoncée Et je m'explique. C'est que vous avez une baisse de dotation, elle est réelle, elle a été réelle, mais voilà, elle a été stoppée. C'est une bonne chose. Encore une fois, je précise bien parce que quand les maires écoutent le discours pas de baisse de DGF et que votre propre commune perd encore 18% de DGF, c'est un peu dur à entendre. Donc, attention. Mais le pire, c'est ce qui a été fait là. C'est-à-dire, c'est la diminution drastique de l'autonomie fiscale. Et ça, c'est bien pire parce que vous avez en plus créé des catégories de communes. Entre une commune qui va avoir 80% de propriétaires, où la marge fiscale est encore réelle avec la taxe foncière, et une commune à côté où vous avez 80% de locataires, mais on n'est plus du tout dans le même monde. Et cette suppression de la taxe d'habitation, la suppression des impôts économiques, c'est dramatique pour l'autonomie fiscale et on est dans une recentralisation qui ne dit pas son nom, parce que qui dit décentralisation dit autonomie financière. Et là, l'autonomie financière et fiscale a drastiquement diminué. Sans compter, et ça a fait l'objet d'une question d'actualité hier au gouvernement que j'ai posée, les effets collatéraux que personne n'a mesurés de la réforme de la taxe d'habitation. C'est ce qui va se passer est dramatique. C'est-à-dire que on comprend la compensation, que le gouvernement ait décidé de compenser aux communes la suppression de la taxe d'habitation, heureusement, j'ai envie de vous dire, mais la compensation qui a été mise en place crée un effet, une solidarité à l'envers. Très clairement. C'est-à-dire que le surplus de taxes foncières je prends un exemple, vous comprendrez peut-être mieux, sur le département du Puy-de-Dôme, c'est 35 millions de taxes foncières payées par nos entreprises, payées par nos ménages, qui vont partir dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Parce que le département des Hauts-de-Seine est celui qui va le plus sous-compensé et qui va récupérer 350 millions
d'euros de taxes foncières payées ailleurs en France. C'est juste scandaleux, c'est vraiment un hold-up à bas bruit, c'est ce que je... Voilà. Je pense que les élus vont commencer à comprendre ce qui se passe et ça ne va pas s'arranger dans l'avenir puisque la taxe d'habitation va être supprimée, y compris pour les 20% d'habitants aux revenus les plus élevés. Et ces habitants-là, ils sont dans les métropoles. Et l'étude de l'Institut des politiques publiques, elle est très claire. Elle dit en fait qu'on assiste à un transfert de fiscalité. On a d'un impôt local, on en a fait un impôt national en partie seulement, et on assiste à un transfert de fiscalité des départements les moins peuplés, aux revenus les moins élevés, vers les départements les plus peuplés avec des revenus les plus élevés. C'est vraiment une solidarité à l'envers.